Déclare la séance ouverte. Je suis ravie de vous accueillir si nombreuses et si nombreux dans cette très belle salle que je découvre, qui accueille régulièrement des conseils départementaux. Alors, vous le savez, on est ensemble pour 1h30 pour parler de l'avenir du commerce de centre-ville. Et je vous présente tout de suite les participants à cette table ronde. D'abord, Marie-Noëlle Amiot, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher. Vous êtes aussi membre de la direction du groupe Thiola, bien connu des Blésois, qui fabrique des emballages alimentaires. À côté de vous, Pierre Lesquat, enseignant-chercheur en économie-gestion à Neoma Business School. Bonjour à vous. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Marie-Noëlle Pinson. Vous avez été directrice de l'association Ville au Carré, donc vous allez nous expliquer quelle a été son action pour le commerce de centre-ville. Et puis Marc Angenot, bonjour. Vous êtes maire de Loches, premier vice-président de la communauté de communes Loches Sud-Touraine et également conseiller régional. Alors, on le sait tous, évidemment, depuis les années 80, le commerce de proximité est en difficulté à cause de nombreux facteurs, développement des grandes enseignes dans les périphéries des villes, mutation démographique. On peut même aujourd'hui, je l'ai demandé à mes invités, mais on peut parler de crise majeure même pour ce commerce qui doit faire face à des défis tels que... oui, vous m'entendez bien ? Non, pas tellement ? Ah. Bon, je faisais un petit récapitulatif de ce commerce de centre-ville qui est en crise, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça, face au développement du commerce en ligne, notamment, et les changements de mode de consommation. Dans les médias, on parle même en ce moment de déconsommation. On va voir si c'est le cas. Mais heureusement, il y a des leviers quand même pour les acteurs locaux pour donner un nouveau souffle au commerce de proximité et s'adapter pour redonner de l'attractivité au centre-ville. Et c'est évidemment de tout cela que nous allons parler. Alors, moi, je suis parisienne, mais j'ai de la famille à Blois. Et j'ai constaté depuis quelques années, effectivement, de nombreuses fermetures en centre-ville, qui est pourtant une ville très bien entretenue, hein, une ville touristique également. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a une crise. D'abord, Marie-Noëlle Amiot, est-ce que vous validez ce terme de crise de commerce en centre-ville ? Oui, puisqu'on observe effectivement un nombre de fermetures de devantures, et ce qui sur une rue très commerçante, hein, puisque vous avez une rue très commerçante, la rue du Commerce et la rue Denis Papin, et sur la rue du Commerce, on a un certain nombre de fermetures. Alors, c'est une transformation majeure de notre société, et le commerce vit cette transformation alors qu'il n'avait pas eu forcément de mouvement important depuis les années 70. Donc, le commerce, comme un certain nombre de pans d'activité de notre société, voit la transformation de ces activités suivant les aspirations de nos citoyens, des consommateurs, et puis avec la grande révolution climatique qui nous attend. Donc on a deux aspects qui viennent et qui impactent forcément les commerces de nos centres-villes. Alors c'est vrai qu'on a vu les commerces fermés de plus en plus dans ce centre-ville de Blois. Aujourd'hui, c'est 45 fonds de commerce qui sont inoccupés. Ce sont les chiffres que j'ai vus sur 588, c'est ça ? Il y a une augmentation en fait du taux de vacances de 2 points par rapport à ne serait-ce qu'il y a 12 mois. Si on prend la ville de Blois, ça veut dire qu'on est un peu moins de 10% de taux de vacances, avec une moyenne nationale qui, je crois, est à 13%. Donc, on va dire que c'est peut-être un peu mieux qu'ailleurs, mais il n'empêche, quand vous êtes citoyen et habitant de la ville, c'est vrai que c'est tout de suite inquiétant de voir ces devantures. Alors après, il y a un certain nombre de projets. Mais le commerce d'hier ne sera pas le commerce de demain, ça c'est certain. Alors on va y revenir. Marc Angenot, il y a aussi eu en 2020 un gros choc quand même, hein, qui a été celui du Covid. Est-ce que tout cela a laissé des traces sur le commerce de centre-ville de Loches ? Alors pas exactement, mais on est peut-être un cas particulier, puisque bon, effectivement en ce moment c'est tendu, mais bon, dans l'ensemble on résiste assez bien. Alors à l'époque, on avait lancé des chèques cadeaux qui étaient financés par la communauté de communes et les communes, en fait, parce que c'était sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Et on avait en fait eu une enveloppe de 60 000 € qui était abondée et donc qui a permis de maintenir en fait la fréquentation des commerces, qui nous a évité effectivement d'avoir trop de dégâts, plus des aides exceptionnelles qui étaient apportées sous forme de subventions en fait pour aider à la trésorerie, parce qu'il y avait des commerces qui étaient en difficulté.
bon, aujourd'hui, c'est l'histoire du PGE qui peut peser aussi, hein, puisqu'en fait, en termes de trésorerie, les remboursements de PGE pèsent. Et les prêts garantis par l'État ouais, pendant le Covid. Les prêts garantis par l'État, exactement, durant cette période. Et ce qui peut poser des difficultés. Alors nous, on est, mais comme Blois, hein, d'ailleurs, une ville touristique, malgré tout. Et ça nous aide. Bon, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau et ça permet aussi de maintenir ce commerce. Et le fait d'être aussi une ville-centre fait qu'on a une zone de chalandise de 50 000 habitants à peu près. Et donc, ça alimente Loches assez naturellement. Voilà. Donc, on a un taux de vacances. Ah ben voilà la première question. Alors, et donc, et nous, on a un taux de vacances bon, qui est moindre. Oui, par rapport à Blois. Absolument. Hein. Donc on était à 6%, je pense qu'on est remonté un peu là, puisqu'en fait on a eu des fermetures, 2 fermetures. Mais enfin, bon, on est aussi dans des périodes, c'est toujours le moment du renouvellement. C'est-à-dire que quand il y a des activités, vous savez comment ça fonctionne, les commerces, hein, au bout de 5-7 ans, en fait, ça se renouvelle. Nous, en plus, on a quand même une saisonnalité. Donc, il y a quelques commerces qui peuvent fermer, en fait, à l'automne et réouvrir, des locaux réouvrir, en fait, au printemps. Donc, on est dans ce mouvement-là aujourd'hui, mais on sent une tension, hein, malgré tout. Alors, je vais venir vers vous, Marie-Noëlle Pinson et Pierre Lescouade, dans un instant. Simplement, puisqu'on est au rendez-vous de l'histoire, on va faire un petit détour historique quand même. Donc, Marc Langenot, quand est-ce que le commerce de centre-ville s'est implanté? Alors, peut-être pas dans la région, parce que c'est vaste, mais dans votre commune. Alors, nous, le mouvement, il s'est fait... on a une ville voisine, qui est de l'autre côté de l'Indre, qui s'appelle Beaulieu-les-Loches, et qui était la ville la plus importante, même si Loches avait déjà son château, mais le commerce se faisait sur Beaulieu, c'était un carrefour, et puis il y avait une quinzaine de congrégations qui étaient sur Beaulieu, et il y avait un marché, ce qui était très important à l'époque médiévale, et en fait on a volé le marché de Beaulieu. D'accord. Voilà. Donc, parce que nous, on était protégés par des remparts, ce que n'était pas Beaulieu. Et du coup, le marché s'est mis à l'abri des remparts. Et à partir de là, il y a eu un développement commercial. Et puis après, comme toutes ces villes qui étaient dans un environnement rural, les échanges se faisaient dans la ville. Et les paysans amenaient aussi, évidemment, tout ce qu'ils produisaient, les jours de marché. C'est comme ça que ça s'est développé. Là, et voilà, et les échoppes ensuite se sont montées. On parle de quel siècle, là? 14e. 14e, d'accord. Marie-Noëlle Amiot, on a regardé un peu toutes les deux. Blois et le Loir-et-Cher, c'est Moyen-Âge, du commerce d'eau de vie, c'est ça? Blois, on peut faire remonter le commerce en fait au Moyen-Âge avec la Loire, hein, qui permettait effectivement le transport des marchandises et vous avez eu on va dire un bourg qui s'est développé au Moyen-Âge avec le commerce de vin et d'eau de vie, puisqu'on est aussi une belle région viticole. Tout à fait. Voilà. Après effectivement, Blois est devenue cité royale en 1492 avec 498 pardon avec Louis XII. Donc on a eu une cité royale qui a un peu transformé en fait cette ville, puisqu'il y avait des maisons en bois, et donc vous avez eu, si vous avez l'occasion de visiter un peu la ville, voilà, vous avez de beaux immeubles qui ont été construits. Donc ce fut une cité royale jusqu'à la mort de Catherine de Médicis. Donc si vous visitez le château, donc vous avez effectivement une belle histoire à Blois. Et puis Blois est devenu après une cité industrielle. Notamment au XIXe siècle, et on a une belle industrie qui s'était implantée, qui s'appelle, et tous les Blésois la connaissent, puisque c'était Poulain. Voilà, une belle entreprise Poulain qui était implantée les chocolats, si je ne me trompe pas. Exactement, qui était implantée en plein centre-ville. Si on fait un petit peu d'histoire, la Seconde Guerre mondiale n'a pas épargné Blois, donc il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu de la reconstruction ensuite, et depuis 1960, donc la ville a été reconstruite, elle s'est développée pour devenir une cité plus moderne, ce qu'elle est à peu près aujourd'hui. Mais là aussi, si on va, la transformation du commerce, de l'habitat et des activités montre que il faut s'occuper aussi de son urbanisation pour répondre aux aspirations
des gens et réattirer sans doute en ville. Une des problématiques peut-être du commerce, c'est de se dire, c'est les flux. Si vous avez des gens qui habitaient la ville qui sont partis dans les villes un peu voisines, puisque vous avez une périurbanisation qui fait que les gens ont envie d'avoir son pavillon, son jardin, et quand on est à la campagne, en fait, la mobilité, vous êtes globalement à un quart d'heure du centre-ville, etc. Ce qui fait que vous pouvez avoir une ville qui se vide un peu de ses habitants pour avoir la périphérie, et donc derrière, avec les aspirations, on ne vient plus en ville forcément pour acheter, alors peut-être qu'on en parlera après, mais les commerces, l'équipement de la personne souffre terriblement. Vous avez des enseignes nationales qui ont fermé et qui ont de grandes difficultés, et donc forcément, ce que vous retrouvez au niveau national, vous le retrouvez sur la ville. Et donc vous aviez beaucoup de commerces d'équipement de la personne dans les boutiques, et celle-ci, vous avez beaucoup de fermetures qui sont liées à cela. Donc double problématique, le flux, donc il faut effectivement attirer des habitants, attirer une activité économique, une adaptation véritablement là aussi du commerce, parce que quand est-ce que les consommateurs sont en ville pour consommer? Les personnes vont venir en ville, et d'ailleurs le Covid a été sans doute un effet accélérant d'une tendance qui était déjà présente, mais le fait, quand on est sorti de chez soi, parce que avec le Covid, vous avez acheté sur Internet, donc vous aviez déjà le commerce d'Internet qui se développait, accéléré avec le Covid. Donc aujourd'hui, alors peut-être je fais encore partie d'une génération où je vais sur le commerce physique, mais si je prends ma fille, elle achète beaucoup par Internet. Donc vous avez ça qui se passe. Et donc ce qui fait qu'à sortir du Covid, donc transformation, on achète beaucoup sur Internet, c'est un commerce qui évolue, mais quelque part, on va vouloir aller en ville pour avoir d'autres moments. Et ces moments de convivialité qu'on a sans doute perdus au moment du Covid, on va vouloir les retrouver. Donc ce qui fait qu'on va aller en ville, d'abord pour sans doute avoir des instants de convivialité, d'où un changement de commerce, c'est-à-dire que vous allez avoir des commerces sans doute de bouche, des restaurants, des bars, et puis voilà, qui vont s'implanter au détriment du commerce de l'équipement de la personne. Donc une transformation majeure. Et il y a des exemples, alors peut-être que j'aborde un sujet après, je prends de l'avance, mais ça veut dire que le commerce, c'est quelle activité pour demain, c'est-à-dire que souhaite mon consommateur, et quand je suis commerce physique, clairement, je dois me démarquer et je dois proposer autre chose que ce que je suis capable de trouver sur Internet. Donc le service, la relation client, est très très importante. Alors on va y revenir en effet. Est-ce que, juste petite vérification, est-ce que tout le monde entend bien, même au fond? Non? Bon, alors est-ce que tout le monde peut mettre un petit peu plus de son sur son micro, s'il vous plaît? Et puis on va essayer de parler un peu plus fort. Marie-Noëlle Pinson, je me tourne vers vous. Donc, vous avez été directrice de l'association Ville au Carré. Alors déjà, peut-être vous allez nous expliquer en quoi consiste cette association, et puis peut-être votre constat à vous. Effectivement, là, on est très local, mais à l'échelon français, est-ce que ça touche les petites et moyennes villes de la même façon? Bonjour à toutes et tous, merci de me donner cette parole. Donc, je représente aujourd'hui l'association Ville au Carré. Ville au Carré, très rapidement, hein, c'est une association parapublique qui est au service des acteurs territoriaux en région. Alors les acteurs territoriaux, quand on parle d'eux, enfin nous, quand on parle d'eux, on parle des services de l'État, des services de la région, des services des collectivités territoriales, on parle aussi des acteurs socio-économiques. En fait, on parle vraiment de cette large diversité d'acteurs qui contribuent, concourent à ce qu'on a longtemps appelé le développement local. Aujourd'hui, ce terme de développement local est peut-être un peu plus questionné, mais en tout cas qui concourt à l'animation, la vitalité des territoires.
Donc, nous, ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'on accompagne en fait cette diversité d'acteurs. C'est peut-être ça notre particularité. Il y a beaucoup de personnes ou de structures qui interviennent, mais plutôt sur un champ donné. Nous, on intervient de manière relativement transversale. Et notre particularité ou notre plus-value, c'est justement d'ouvrir des espaces de dialogue un peu partenariaux sur pas mal de sujets. Nos grands sujets missionnés par l'État et la région, c'est la politique de la ville, donc les quartiers populaires, les centralités, ça à la demande de l'État et de la région. Donc je vous parle depuis la région centre, hein, et puis l'implication citoyenne et un peu plus récemment les questions liées à la transition. Donc pourquoi je suis là? Donc je l'ai un peu dit, hein, revitalisation des centralités. En 2016, en fait, la région centre constate que c'est... Alors peut-être juste avant, ces centralités, elle les identifie, ces petites et moyennes centralités, elle les identifie dans son schéma régional d'aménagement du territoire. En fait, elle observe que la structure urbaine de notre région, elle est constituée de ces deux grands pôles métropolitains que sont Tours et Orléans, de quelques agglomérations, Chartres, Bourges, Blois en fait partie bien sûr, Dreux et quelques autres, et puis presque un semis de villes petites et moyennes qui ont des fonctions de pôle de centralité, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Angenot, c'est-à-dire qu'on a des villes petites. Alors quand je dis petite, la plus petite de notre échantillon qu'on a été amené à observer, c'était la Châtre, dans le sud de l'Indre, et la Châtre, ça fait, c'est une ville de 4500 habitants. Donc c'est vraiment tout petit, mais dans son espace, c'est bien elle qui endosse, alors quand on dit charge de centralité, c'est-à-dire les fonctions de commerce, de services et d'équipement pour un territoire qui est beaucoup plus vaste que celui strictement du territoire communal. Et puis la plus grande de nos villes, c'est Vierzon, de celles qu'on a observées, c'est Vierzon avec ses 27 000 habitants. Voilà, donc c'est un échantillon vraiment de villes petites et moyennes. Quand je dis qu'on les a observées, ça veut dire qu'on nous a demandé dès 2016-2017 de réaliser une sorte de diagnostic en fait sur l'état du commerce dans ces villes et puis l'état de ces centralités, puisque quand Madame Amiot l'a dit, quand on parle du commerce, en fait, on ne peut pas parler simplement du commerce. En fait, on parle de la santé, même du centre-ville, on parle de la santé de la commune, et on parle en général de la santé du territoire qui l'entoure. Même si effectivement, et ça je pense que Monsieur Angenot pourrait en parler, même si effectivement ces questions centralité, périphérie, elles ont été un peu batailleuses parfois, peut-on dire. Voilà, donc nous on nous a demandé... C'est-à-dire la concurrence entre les villes, bah oui. Oui. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais... Alors je ne sais pas si c'est de bonne guerre, en tout cas il y a eu un moment donné où effectivement c'était un peu la guerre et où finalement à la fin de ces rivalités, personne ne gagne en fait. On croit toujours gagner, un peu, parce qu'on a eu pendant tout un temps la question du développement territorial précisément, elle s'est beaucoup jouée sur des questions d'attractivité, qui sera plus attractif que l'autre, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive en fait que ces notions d'attractivité, y compris sur le plan économique, elles amenaient juste non pas à créer des valeurs supplémentaires, mais souvent à les déplacer. C'est-à-dire qu'on allait capter une entreprise qui était sur un autre territoire pour l'amener sur le sien. On était très content de l'avoir amené sur le sien, mais le territoire d'à côté était très malheureux de l'avoir perdu. Et au fond, globalement, on n'avait pas gagné grand-chose. Donc ces questions d'attractivité, elles ont beaucoup résonné à une période, je pense, jusqu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et finalement, enfin moi j'ai l'impression de la place que j'ai occupée, mais vous êtes plus à même de le dire, Monsieur le maire, j'ai l'impression quand même qu'on commence à raisonner les choses, enfin on l'a commencé déjà depuis quelque temps, à raisonner les choses un peu différemment. Je pense notamment qu'à Blois, dans le cadre du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, sur la question du commerce en particulier, il y a eu des efforts pour réguler, trouver un meilleur équilibre entre le cœur de la ville et sa périphérie, c'est-à-dire pas tuer d'un côté ou de l'autre, quoi. Les activités, les initiatives. Donc je pense que les choses commencent à vont mieux de ce point de vue-là, sont plus raisonnées, si on peut le dire comme ça.
Voilà, donc nous on a fait cette approche en 2017, donc on a un peu de recul. C'est peut-être cette notion-là aussi sur laquelle je voudrais insister. Parce que si on regarde de trop près ces chiffres ou sur des séquences temporelles trop courtes, on peut être amené à commenter des évolutions, j'allais dire qui sont presque des évolutions naturelles, quoi. En fait, le commerce, comme les cœurs de ville, c'est vivant. Donc il y a les activités d'une manière générale, donc il y a des activités qui apparaissent tout le temps, hein, qui apparaissent, d'autres qui meurent, d'autres qui se transforment. C'est un mouvement permanent. Si ça n'existait plus, ce serait dramatique. Donc à le regarder sur des périodes de temporalité trop courtes, finalement, on pourrait poser de mauvais diagnostics. Moi j'ai envie de dire, alors j'entends ce que vous dites, il y a toujours de la tension, hein, sur le plan commercial, il y a des mouvements qui viennent de bien au-delà, et puis ça dépend encore du secteur dont on parle. Parce qu'on parle du commerce, mais le commerce c'est 10 choses, 20 choses différentes, des secteurs extrêmement différents. Donc les problématiques peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre. Donc si on regarde oui, je voulais dire, j'ai envie de dire finalement que moi si je regarde la période qu'on a observée, cette espèce de panorama qu'on a fait d'ailleurs avec les élus territoriaux, on l'a fait bien sûr en regardant les statistiques, mais aussi en allant parler un peu avec les élus, les équipes municipales. Si on regarde cette période de 2017 à cette période d'aujourd'hui, 2014, donc ça fait un recul de 7 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est en même temps un peu long. Moi je dirais que les choses se sont plutôt améliorées. On est parti d'une situation qui était... nous, on disait préoccupante pour ne pas effrayer personne, mais en réalité, c'était une situation qui était très difficile. Je veux dire, ça ouvrait quasiment les journaux de 20 heures tous les soirs en 2016. Ces centres-villes qui étaient fermés, ces centres-villes qui allaient mourir. Enfin voilà, tout ça était un peu dramatisé, parce mais en même temps, il y avait une situation extrêmement difficile dans beaucoup de villes. Dans celle qu'on a pu voir, de la ville en région, il y a eu des taux de vacances, là on parle de 10, 12%, 13% en moyenne. Nous on a croisé des taux à plus de 20%, des taux de vacances à plus de 20%. On a vu des villes, on a vu des rues entières qui étaient complètement tombées sur le plan commercial, ou à moitié tombées dans des villes pourtant qui ne donnaient pas cette... Enfin, quand on y pénétrait, parce qu'on a beaucoup fait d'arpentage aussi, hein, dans ces villes, quand on y allait, on ne voyait pas cette réalité aussi forte, quoi. C'est-à-dire qu'on avait une impression un peu, j'allais dire presque romantique, hein, de ces villes petites et moyennes, dans notre région, la région des Châteaux de la Loire, et toutes ces villes, elles ont un beau patrimoine, un patrimoine historique, architectural. Donc quand on arrive, il y a une espèce de, voilà, cette douceur de la Loire là, qui est là, enfin de la Loire et de ses affluents, en fait, de toute cette région. Et quand on commence à regarder dans le détail, on s'aperçoit que oui, il y a bien cet élément-là, mais il y a aussi toute la difficulté de ces villes. Voilà, peut-être je m'arrête là. Et puis... Oui, on va distribuer la parole. Effectivement, Pierre Lesquat, donc vous êtes économiste. Vous avez aussi étudié les centres-villes dans toute la France. Donc, est-ce que cette désaffection des centres-villes, elle se voit dans tout le pays? Alors nous, on est parti, le point de départ de l'étude, effectivement, qui a lieu dans toute la France, c'était le club des managers de centre-ville. Donc déjà, du coup, ça faisait déjà une première sélection en termes de villes, et effectivement, les villes qui se sont dotées de ces personnes avaient besoin d'une dynamisation du commerce. Donc après, nous, ce qu'on a identifié, c'est effectivement... la difficulté qu'on a eue, c'est d'avoir d'une part des villes avec leurs histoires, avec leurs singularités, avec différentes relations entre commerce de proximité, grandes surfaces, etc. Et donc, est-ce que cette désertification du commerce de centre-ville se repère dans toute la France? Moi, je dirais non. Mais voilà, ça va dépendre. On a identifié 4 typologies, 4 façons de logique dont les managers de centre-ville développent leur ville. Et effectivement, on va avoir des schémas plus ou moins évolués en fonction des habitudes de consommation, des consommateurs, etc. Et effectivement, pour les villes où la vacance urbaine est très élevée, on va avoir un travail de discussion avec les pouvoirs publics
et notamment les promoteurs immobiliers pour essayer de réduire la vacance commerciale et même les logements vides tout court, quoi. Donc voilà, et à l'autre bout, vous avez des villes qui ont vraiment beaucoup dynamisé le commerce. Et là, on va avoir des communautés de commerçants où on va avoir donc une collaboration entre pouvoir public et associations de commerçants, et notamment des consommateurs qui prennent une part active quelque part dans un objectif un peu militant pour développer leur ville, comme une sorte de fierté d'habiter telle ville. Vous pouvez nous donner des exemples peut-être? Alors on a Roubaix qui a pas mal développé notamment tout ce qui est pratique de développement durable. Je pense qu'il y a une des villes qui nous a pas mal marqué avec un manager de centre-ville assez important, c'est Mulhouse. Bayonne, qui a pas mal développé tout ce qui est, on parlait de cartes cadeaux tout à l'heure, ils ont développé ça. Voilà, c'est les villes qui nous ont pas mal marqué. Alors, Marie-Noëlle Amiot, vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé spontanément des mutations démographiques, des flux d'habitants, des flux de génération. Ça joue comment? Quelque part, là, je rebondis. D'ailleurs, une question, ça serait de se dire qu'est-ce qui explique que certaines villes réussissent, alors, hormis que vous avez des commerçants ou des habitants qui se mobilisent avec cette fierté, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments de la politique de la ville? C'est-à-dire que comment on anticipe arrive un moment, c'est vraiment un grand jeu collectif. C'est pas les commerçants que d'un côté, c'est pas que la ville qui aménage de l'autre côté. Alors il y a cet esprit effectivement citoyen, j'appartiens à ma ville, et si je veux qu'il s'y passe quelque chose, il faudrait mieux que je consomme sur place que plutôt qu'aller ailleurs. C'est clair. Mais vous avez la perte des habitants du centre-ville fait des centres-villes moins vivants. Après, si on parle de la consommation périphérie et centre-ville, qui était le combat, effectivement, il y a quelque temps, on en parle moins. Mais si vous regardez les statistiques, vous avez une croissance des surfaces commerciales qui a cru quasiment de 10%, alors que vous avez une baisse de la consommation. Enfin, on va consommer différemment. Il y avait Michel-Édouard Leclerc l'autre matin qui disait qu'il n'y avait pas de problème de consommation donc dans ces magasins ou ces grandes surfaces, mais un changement de consommation. Ça veut dire que les personnes vont consommer différemment. C'est vrai que je parle beaucoup de l'équipement de la personne parce que je pense que c'est le secteur qui souffre terriblement en ce moment. Donc là, vous voulez dire habillement, chaussures, vêtements. D'accord. Chaussures, vêtements, équipement de la personne. Et vous voyez, vous voyez que les grandes enseignes en fait, ont muté parce qu'ils voient en fait cette décroissance de consommation. Acheter sur Internet avec des choses qui ne coûtent rien, qui viennent de Chine, par exemple. Et puis, le marché de la seconde main, on parle de développement durable, le marché de la seconde main qui se développe terriblement aussi. Ce qui fait que, à un moment, je vais être citoyen, je vais pas acheter des choses dont j'ai pas besoin, ou on est plus par acheter durable. C'était juste pour que vous. Il faut que je sois dans le micro. Alors, je me rapproche. Donc, ça, c'est effectivement une grosse transformation sur la consommation. Donc, c'est de dire, on consomme différemment. Et il y a cette citoyenneté, en tout cas, et le souci du développement durable, qui fait qu'on va faire peut-être des choix plus raisonnés. Donc, quand vous aviez beaucoup, enfin, si je prends Blois, mais il y a beaucoup d'équipements de la personne, il y avait beaucoup d'enseignes, etc. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les grandes enseignes, voyant cette mutation, se développent vers l'équipement de la maison. Vous avez des grandes enseignes, si vous prenez des enseignes comme Zara, qui étaient, voilà, ils sont tout en train de développer l'équipement de la maison. Et on entendait des interviews en me disant, non, moi je ne dépense pas pour m'habiller, par contre je vais dépenser pour le cocon chez soi, sur la déco, sur l'équipement, etc. Donc il y a bien une mutation. Donc flux, enfin, si je veux une activité économique, on ne peut pas demander à un commerçant
d'être ouvert quoi qu'il en coûte s'il n'a plus de clients, s'il y a moins de flux. Et vous avez un autre problème au niveau de Blois notamment, c'est les loyers. Vous avez des loyers qui ont été faits, et puis vous avez des hausses de loyers, elles sont régulières. Si vous avez moins de flux, moins de chiffre d'affaires, vous ne pouvez plus supporter les loyers qui étaient là. Donc vous avez une problématique de loyer, vous avez une problématique, alors peut-être que vous le remarquez dans certaines villes, mais ça a été dit, c'est de l'état des immeubles qui habitent le commerce. Arrive un moment où vous avez un commerce en rez-de-chaussée, le propriétaire va louer tout son immeuble, donc avec un loyer relativement cher, mais vous avez des commerçants qui n'ont rien à faire du premier, du deuxième, etc. Et une ville comme Blois qui a été conçue donc avec ses immeubles, vous n'avez pas d'accès pour aller aux étages. Donc en fait, le commerçant, il a son commerce en bas, mais on ne peut rien faire du haut. Donc ce qui fait que le loyer pour le propriétaire, il est peut-être, on va dire, normatif, mais pour le commerçant, il ne l'est plus. Puisque au lieu de louer son premier, son deuxième, éventuellement pour faire de l'habitat, eh ben, il loue que le rez-de-chaussée. Donc il y avait cette problématique pour les commerçants, des loyers trop importants et des flux pour arriver à faire vivre une économie. Alors certaines collectivités commencent à se réapproprier le foncier. Parce que vous avez aussi des propriétaires, des foncières qui disposent de gros patrimoines immobiliers et qui connaissent absolument pas ce qu'elles ont sur Blois, par exemple. Vous avez une vacance, ça n'intéresse personne, personne ne le voit, et donc rien n'y est fait. Ils ne vont pas baisser les loyers pour que s'installe quelque chose. Et donc là, vous avez les collectivités qui reprennent la main, en tout cas si je parle de Blois, qui va reprendre la main pour s'occuper du foncier. Et donc... alors, les mesures ne sont pas toujours faciles. Éventuellement, c'est contraindre les propriétaires à faire des travaux pour que les immeubles soient décents, parce qu'on s'aperçoit que vous ne connaissez plus votre bien, donc vous n'y faites pas de travaux, et ça se délabre, donc c'est un peu catastrophique. Donc, vous avez des collectivités qui commencent à racheter en fait des immeubles pour pouvoir alors, soit réhabiliter et refaire du logement, et puis avoir des loyers plus modérés pour les commerçants qui vont vouloir s'y installer. Oui. Là, vous abordez déjà l'aspect solution, donc on va y venir, parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait ce constat un peu dramatique, on a envie d'entendre parler des solutions. Je voulais juste revenir avec vous, Marc Angenot, sur la raison pour laquelle les centres-villes et les commerces de centre-ville aujourd'hui sont en difficulté, parce que pendant très longtemps, on a dit qu'il y a une raison, c'est l'implantation des hyper et des supermarchés. On voit que c'est multifactoriel, même si ça a été une grosse raison. Ça en a été une, oui, très clairement. Hein. Je prendrais l'exemple d'une ville équivalente à celle de Loches, pratiquement, qui est Chinon, où il y a eu une véritable évasion vers la périphérie. Nous, on n'a pas vécu ça exactement. C'était un peu différent. Et aujourd'hui, alors, ils ont lancé dans le dispositif à tout cœur de ville une reconquête des rues commerçantes, et ça fonctionne pas mal d'ailleurs. Mon collègue Jean-Luc Dupont fait un bon boulot sur le sujet, mais voilà, mais c'est long, très long en fait. Alors il y a eu cette évasion, mais qui est due aussi aux consommateurs, hein, qui trouvaient la facilité d'aller effectivement en périphérie chercher ce qui était nécessaire. Voilà. Alors particulièrement sur l'équipement, hein, d'ailleurs, la personne et l'accessibilité peut-être. Pardon ? L'accessibilité. Oui, vous avez les grandes surfaces qui ont des grands parkings. Ouais, alors voilà, donc c'était un. Alors, je vais parler au passé, hein, c'est peut-être pas qu'au passé qu'il faut que je parle, mais à une certaine époque, c'était un enjeu. Voilà, vous garez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des questions de choix. Le parking est gratuit. Mais si vous permettez, c'est une question de choix. C'est-à-dire que soit vous sanctuarisez votre ville, et effectivement, vous mettez des secteurs piétonniers, et puis effectivement, ça limite les flux. Soit vous laissez la voiture rentrer en ville et vous débrouillez pour qu'elle soit bien répartie, pour pas trop abîmer votre ville. Donc, et c'est un vrai choix. Donc nous, par exemple, on a fait le choix du stationnement gratuit partout. Donc on a des zones bleues pour limiter, pour qu'il y ait du turnover.
Mais en revanche, voilà, tout est gratuit, donc ça permet aussi aux gens de l'extérieur de venir consommer dans le centre-ville et faire leurs courses en 1h30, ils ont le temps, et puis de repartir chez eux. Et en plus, comme il y a évidemment une perte des commerces dans le rural, donc en périphérie de nos villes, donc les habitants de ces communes viennent chez nous, et ils avaient l'habitude, quoi qu'il arrive, de prendre leur voiture, de se garer devant la boulangerie, de prendre leur pain, les croissants, le gâteau du dimanche, puis de repartir. Et s'ils ne trouvent pas la même chose chez vous, ben ils ne viennent pas. Ils restent à l'extérieur, surtout qu'il y a des enseignes qui se développent, pâte à pain et d'autres, en périphérie. Donc il faut conserver cette accessibilité, c'est évident. Enfin, pour des villes de notre taille, ça c'est certain. Qui ne sont pas organisées en transport en commun et qui n'ont pas les moyens d'ailleurs. Alors, rentrons dans les solutions, justement. Marc Angenot, vous parlez du stationnement gratuit, ça peut être une piste. Marie-Noëlle Pinson, donc avec ce dispositif Ville au carré, là, qu'est-ce qui a été mis en place, alors peut-être pas de manière exhaustive, mais quelques exemples pour redynamiser les commerces de centre-ville? Donc le dispositif, c'est Action Cœur de Ville, qui est un dispositif national, hein, qui a été mis en place en 2018, et qui a été prolongé là tout à fait récemment, donc qui court jusqu'en 2026, donc sur une période de 8 années. C'est pour dire là encore que la question du temps dans ces processus complexes de redynamisation des cœurs de ville, elle est fondamentale. Là, il y a quelques maîtres mots pour moi dans ces problématiques ou dans ces dynamiques de revitalisation, c'est le partenariat. Je crois qu'on l'a tous dit autour de... Enfin, tous les intervenants l'ont dit, ce sont des dispositifs ou ce sont des dynamiques nécessairement partenariales. Les échelles territoriales auxquelles on aborde ces problématiques, donc il y a bien sûr des sujets qu'on aborde sur le commerce. On peut cibler la question du commerce de manière précise, mais le commerce ne se développe pas dans le désert. Donc quand on parle de la commercialité d'un centre-ville, on parle aussi de ses aménités, de la manière dont effectivement on peut y accéder. Et je note au passage toujours cette petite contradiction du consommateur lui-même, de nous tous d'ailleurs, hein, et toutes, c'est qu'à la fois on voudrait des centres-villes hyper conviviaux, et en même temps dans lesquels on puisse accéder hyper rapidement. Donc c'est vrai que les élus font des choix qui finalement nous conviennent. Cette question de l'accessibilité des centres-villes, elle a là aussi été un point d'achoppement très souvent entre justement les représentants des commerçants et puis les élus. Je pense que petit à petit, ça s'apaise, puisque le consommateur aussi exprime ce désir d'avoir des cœurs de ville apaisés, puisque c'est le mot qu'on emploie, puis c'est l'ambiance qu'on ressent véritablement dans ces cœurs de ville, mais il faut régler aussi la place de la voiture, et il faut la régler de manière pratique. Alors après, dans ces villes, on a mis, donc j'ai dit les maîtres mots là, et dans ces villes, on a vu se développer depuis... j'allais dire depuis 2020, même si le dispositif il date de 2018, en fait la Covid est arrivée, ça a vraiment coupé complètement l'élan, il a fallu repositionner les priorités autrement, les budgets aussi, hein. Nous on l'a beaucoup entendu du côté des collectivités, parce que les budgets des collectivités étaient déjà un peu sous tension. Là il a fallu faire un effort particulier pour soutenir tous les acteurs du centre-ville. Donc ça a un peu coupé cet élan, mais ça a repris depuis, et puis il a fallu s'organiser aussi. Hein. S'organiser, ça veut dire, pour les villes qui ont ce rôle de chef de file, ça veut dire avoir un chef de projet. On a parlé des managers de commerce. Alors c'est pas tout à fait le chef de projet, le manager de commerce, il y a des chefs de projet vraiment Action Cœur de Ville. Donc ce sont des personnes là, qui sont un peu des touche-à-tout, un peu comme moi d'ailleurs, qui sont capables d'aller chercher l'ensemble des partenaires et puis de régler les temporalités pour que tout le monde avance dans le même sens et en même temps si possible. Et puis les managers de commerce ou de centre-ville, s'il y avait les deux, il y a toujours les deux je pense, sont ces personnes qui plus spécifiquement vont agir sur le commerce. Alors on a vu beaucoup de choses se mettre en place, hein, et vraiment pas une seule chose, mais une panoplie de politiques se mettre en place
dans toutes ces villes. En région centre, on a 14 villes maintenant qui sont dans le dispositif Action Cœur de Ville, donc depuis 2018, et puis on a, dont Blois, et puis on a aussi un autre dispositif qui est apparu un peu après, qui est le dispositif Petite Ville de Demain, dans lequel Loches est entrée. Et là, il y a en région 99 territoires, c'est pas seulement des communes, qui sont dans cette dynamique aussi. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de collectivités qui s'activent en faveur de la revitalisation de leur centre-ville. Dans les choses que j'ai trouvé peut-être les plus originales, on a parlé tout à l'heure de ces équilibres commerce-périphérie, ça a été travaillé. Il y a aussi des villes qui ont constaté que la structure commerciale elle-même, elle n'était plus... il fallait la repérimétrer, c'est-à-dire qu'on avait, dans l'histoire des villes, le commerce, il s'est développé dans son cœur, mais il s'est développé aussi tout le long de ses faubourgs, très souvent, parce que c'était le cheminement par lequel arrivaient j'allais dire les pèlerins, mais il y a eu ça à un moment donné, forcément, et les personnes qui venaient, la population qui venait faire ses courses. Donc en fait, tout le long, jusqu'au cœur de ville, il y avait dans les faubourgs beaucoup d'activités. Elles ont perdu complètement elles ont perdu complètement oui, elles ont disparu, bon, je ne vais pas le dire. Donc elles ne sont plus du tout pertinentes. Donc ça veut dire qu'on avait encore, jusqu'il n'y a pas très longtemps, il restait quand même des commerces ici ou là, donc, dont la vitalité était quand même très menacée. Ce qu'ont fait les villes qui ont agi là-dessus, c'est qu'elles ont quand même étudié comment se développer le commerce à l'échelle du centre-ville, mais aussi à l'échelle de leur commune, et elles ont essayé de retendre un peu les parcours commerçants, de sorte qu'on n'ait pas... qu'on n'ait plus ce mitage en fait de la structure commerciale. Ça, c'est des choses qui sont importantes, et ça contribue aussi à réduire la vacance commerciale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que ça n'est plus un commerce et que la vocation de cet immeuble ne sera plus commerciale, on va le retirer de la perspective d'une vacance ou d'une réaffectation commerciale. Et on va à ce moment-là travailler une réaffectation plutôt en logement, notamment. Alors, Pierre Lesquat, vous avez mené une étude sur une trentaine de villes françaises et ça a donné lieu à la rédaction, à la publication d'un livre blanc. Donc, vous avez livré une sorte de feuille de route pour les centres-villes, les communes qui voudraient essayer de redynamiser leur centre-ville. Et d'abord, pour faciliter les implantations de commerce, vous préconisez qu'on joue sur l'immobilier commercial. C'est ça? Oui. Donc, Marie-Noëlle Amiot disait tout à l'heure, se réapproprier le foncier, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, oui, on était 6 sur l'étude, et ce qu'on a remarqué, en fait, donc il y a cette idée de jouer sur la vacance commerciale, en effet, et un autre élément qui me paraissait aussi assez important, c'est la mise en place, c'est l'existence et la création d'une structure physique en centre-ville dédiée aux commerçants. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui travaillaient au bureau du commerce étaient quand même souvent très identifiées dans les villes. Les commerçants savaient que c'était eux qu'il fallait aller voir, ou elles, en cas de soucis administratifs, s'ils se posent des questions en termes effectivement de vacances commerciales. On a remarqué aussi une volonté dynamique de rendre accessible un peu l'immobilier aux commerçants qui en auraient besoin, par exemple dans la création d'un nouveau commerce. Donc on peut avoir par exemple des outils en ligne comme Antibes où ils créent une bourse à la vacance commerciale, où sur Internet les commerçants peuvent voir quels sont les locaux accessibles pour créer un commerce. Donc on a ça. On a aussi la notion de boutique éphémère qui parfois permet pour un même local d'avoir une vitrine pour des commerçants qui créent leur structure, ou au contraire qui ont une structure déjà existante mais qu'ils souhaitent faire connaître encore plus. Voilà, moi je crois que l'existence de cette structure-là est assez importante. Et notamment, l'objet de l'étude était de réfléchir à des bonnes pratiques pour dynamiser le commerce de centre-ville via l'ouverture d'un bureau du commerce. Sur cet aspect, vous, Marc Angenot, vous avez décidé, m'avez-vous dit, qu'il ne peut plus y avoir de petits locaux
de moins de 300 mètres carrés en périphérie, c'est ça? C'est ça, oui. Dans le PLU, en fait, on a interdit sur la zone commerciale des locaux de moins de 300 mètres carrés. C'est-à-dire que ce qui évite l'évasion d'ailleurs vers la périphérie. Et donc seuls des commerces d'une certaine importance peuvent s'implanter sur la zone commerciale. Voilà. Donc ça limite vraiment. Et en plus, on a vraiment limité la zone commerciale pour éviter qu'il y ait une extension trop importante, étant donné qu'on avait encore des espaces en fait en centre-ville et aussi sur les liaisons, comme vous le disiez, puisqu'on a par exemple vers le sud une avenue qui est totalement bordée de commerces, alors de commerces moyens et qui était justement qui allait vers Châteauroux et donc vers un bourg qui fait partie de l'agglomération de Loches, Pérusson, et c'est une continuité de commerce moyen, et ça, ils auraient pu aller sur la zone commerciale si on avait laissé la zone commerciale s'étendre. Voilà. Et vous avez aussi créé un observatoire du foncier, ça sert Voilà, à quoi? alors régulièrement, donc on fait un point sur l'évolution effectivement du foncier, c'est-à-dire des locaux commerciaux. On a taxé aussi les locaux vacants, hein, ce qui a ramené à la raison certains propriétaires, parce qu'effectivement les loyers sont quelquefois un peu élevés, les locaux mal entretenus, et on laisse aller. Alors je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas s'il y a un intérêt fiscal ou autre, mais quelquefois je suis surpris quand même, mais de la part des propriétaires, et parce qu'ils attendent toujours la bonne opportunité aussi quelquefois. Donc chaque année ils sont obligés de se poser la question, puisque si le local est vacant depuis plus de 2 ans, il est taxé. Voilà. Donc ça c'est assez efficace. Et ce qui est très important, ce que vous disiez, c'est le linéaire, c'est-à-dire qu'il faut absolument maintenir le linéaire. Et si jamais vous avez un local dont vous êtes à peu près certain qu'il ne redeviendra pas un commerce, il faut trouver la solution pour le transformer en habitation. Il ne faut surtout pas laisser une vitrine vide. C'est impossible. Voilà. Vous me parliez, quand on a préparé cette table ronde, de l'importance évidemment de lier l'habitat au commerce. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a parfois des immeubles où il y a un rez-de-chaussée qui est occupé par un commerce, mais il n'y a plus personne pour habiter au-dessus. Et à l'inverse, me semble-t-il, il y a des commerces qui restent vides parce qu'on n'arrive pas à trouver de commerçants, parce qu'il n'y a pas de logement. Alors ça, c'est peut-être une autre problématique. Il n'y a pas suffisamment de logements pour... Non, je ne sais pas, c'est pas une problématique par ici. Alors, je ne sais pas si on ne trouve pas de commerçants parce qu'il n'y a pas de logement. Enfin, en tout cas, si je reprends la configuration aujourd'hui, les immeubles ils sont faits, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les commerçants habitent sur leur lieu de commerce. Hein, c'était historiquement, ce fut le cas, mais pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que la configuration des immeubles, en tout cas, ce qu'on peut voir dans cette rue du commerce de Blois, qui est cette rue centrale qui peine davantage. Et d'ailleurs, il y a un projet de ville pour réaménager tout cet îlot, en fait. Et c'est un projet urbanistique, avant tout, mais qui est lié à l'activité. Alors, à un moment, je pense il y a la problématique des propriétaires de bâtiments, c'est-à-dire les foncières. Je veux dire, une foncière qui est, même pas en France, l'intérêt de son immeuble, elle ne le voit pas, elle ne le connaît pas. Donc et je vois quand la collectivité fait des recherches pour trouver qui est le propriétaire et pour pouvoir travailler, c'est assez compliqué. Vous avez aussi des propriétaires qui sont des personnes âgées, etc., qui ne vivent plus ici et qui ne savent plus dans quel état est le bien. Donc vous avez ces biens-là. Après, un propriétaire qui vit sur place et dont les revenus de son bien est important parce que voilà, il y a une rentabilité à avoir, vont s'en occuper davantage. Donc l'habitat c'est la vie du centre-ville, c'est-à-dire que la désertification, enfin un des problèmes du commerce, c'est la désertification. Donc il faut avoir une ville vivante et à un moment avec des immeubles qui sont adaptés, qui sont rénovés et là on va parler de la rénovation avec la transformation
climatique. Donc, on dit reverdir les villes. Enfin, il y avait une conférence très éclairante hier soir au niveau là-dessus. Donc, il y a un réaménagement de la ville et je redis que c'est un travail tous ensemble. Mais un commerçant, il faut qu'il ait du flux. Alors après, se pose la question, alors vous dites, effectivement, le manager de commerce lié à la collectivité va accompagner les commerces, et on va dire, je vais prendre ma casquette chambre de commerce, nous avons un rôle pour accompagner les commerçants dans leur activité commerciale, c'est-à-dire de les aider, faire des études de marché, est-ce qu'ils peuvent s'implanter ici, etc. Les aider dans leur gestion de leur boutique aussi, faire de la veille. La proposition commerciale, qu'est-ce qu'elle est? Vous savez, moi je viens du milieu de l'entreprise, mais à un moment, on est obligé de se réinterroger constamment et de faire de l'innovation de manière constante. Donc même pour un commerçant et sa proposition, vous parliez tout à l'heure que il y avait un renouvellement naturel des activités. Et oui, et donc il faut se poser régulièrement. Vous avez des clients, donc que souhaitent-ils? Quelles sont leurs aspirations? Qu'est-ce qu'ils ont envie de consommer en fait? Qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer en fait pour les attirer? Donc il y a ce travail, ce travail-là, indépendamment d'avoir des locaux adaptés pour recevoir le public. Et la surface, donc on parlait, etc. Sur la ville de Blois aussi, il y a un PLUI qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir d'installation de commerce en dehors du centre-ville, sauf avoir des grandes surfaces. Il y a des commerces qui peuvent être qu'à l'extérieur, qu'en périphérie. Oui. Parce que si vous avez des grosses choses à transporter, oui. Voilà. Mais vous avez aussi la mutation du commerce, c'est-à-dire que le commerce doit être multicanal. Donc il doit être sur les réseaux, il doit faire du digital, il fait aussi du physique. Se pose la question aujourd'hui de dire il faut qu'il puisse envoyer éventuellement, le consommateur peut faire un achat, puis le commerçant va l'envoyer directement, on ne va pas se surcharger, etc. parce qu'on vient au commerce. Donc il y a toutes ces transformations-là qui sont une nécessité pour avoir une activité commerciale. Alors, le commerce, on a parlé d'habitat pour le consommateur, etc. Il faut que les commerces aussi s'adaptent sur le temps du commerce. Ça veut dire que vous aviez bien souvent 10h, midi, 14h, 19h, etc. Les jours en semaine. Si vous avez... alors après, qui sont les consommateurs? Désolée. C'est-à-dire que, est-ce que ce sont... Vaste sujet, dit Marc. Oui. Est-ce que ce sont des retraités qui peuvent consommer et être présents à n'importe quel moment? Est-ce que ce sont des actifs? Et si ce sont des actifs, c'est des actifs qui sont... On a parlé, il faut des activités en centre-ville. Donc vous avez des activités de service. Il y a beaucoup d'administrations qui sont en ville. Donc ils font des consommateurs. Bon, et à un moment, ils sont disponibles pour éventuellement faire une course, etc. Donc il faut qu'il y ait une offre marchande et une offre de service. Donc là, ils peuvent être éventuellement, eux, disponibles entre midi et 2. Et vous allez vrai que souvent, pardon, je vous interromps, mais pour avoir des amis étrangers qui viennent en France, ils sont très étonnés de la fermeture des commerces entre midi et 2 et du dimanche aussi. Mais c'est un vaste sujet. Et peut-être que dans l'Assemblée, vous aurez des réactions là-dessus. Pardon, je vous ai coupé. Mais pour un commerçant, on a eu des discussions avec eux. C'est-à-dire être ouvert entre midi et 2, mais s'ils ne voient personne. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que... Alors après... il y a sans doute un temps pour tout. Il faut expérimenter, il faut le faire savoir. Parce que quand vous venez puis c'est fermé, vous n'y retournez plus. Mais c'est vrai qu'il faut adapter ces temps et les temps d'ouverture des activités, alors du commerce, ou des services d'ailleurs, puisque l'activité commerciale c'est commerce et services. Il y a assez de dire, le temps midi et 2, qui sont mes clients? Quand est-ce qu'ils vont venir? Et puis il y a le week-end, les gens qui sont... si on dit je viens en ville pour passer un moment de convivialité, etc. Je vais y aller aussi le dimanche, tiens, voilà, il fait beau, etc. À ce moment-là, je peux peut-être, si je suis ouvert, je peux peut-être faire une vente. Mais là aussi, si je reprends ma casquette économique, le commerçant, il faut qu'il ait des consommateurs. Parce que, alors, s'il est tout seul, il ne peut pas être 7 jours sur 7, etc. S'il a des salariés,
se pose le problème des salariés à trouver. Les salariés n'ont pas envie de travailler le dimanche. Donc, ce sont des équilibres et des questions. Mais en tout cas, toutes ces questions doivent être réinterrogées. Je rebondis sur autre chose, sur les mobilités et l'accessibilité. Je discutais avec un des collègues de Chambre de commerce de Nantes, de cette ville de Nantes, et ils ont fait le pari, globalement, de plus avoir de voitures en ville. Et c'est vrai que quand on rencontre les commerçants, se dire, oui, parking gratuit, parce que si je vais à l'extérieur, le parking gratuit, si je vais en centre-ville, voilà. Donc il y a sans doute cette question, mais pas que. Et Nantes a fait ce pari de mettre les voitures, de limiter la circulation des voitures dans le centre-ville pour réhabiliter. Et ils ont agencé avec des parkings à l'extérieur de ville, mais ils ont fait en sorte d'avoir une mobilité, donc des transports en commun qui peuvent amener effectivement le consommateur de cette zone de parking sans doute gratuite jusqu'au cœur là, du centre-ville, donc il n'y a plus besoin de se promener à pied. Alors après, en tant que consommateur, on peut faire quelques mètres aussi. Hein. Je veux dire, quand vous allez à Paris, vous allez faire vos achats, vous marchez. Hein. Donc, tout est une question d'équilibre. Il n'y a pas forcément qu'une solution, mais il faut s'adapter à son territoire et qui sont ces consommateurs. Si vous avez effectivement des consommateurs aussi, personnes à mobilité réduite, il faut qu'ils aient une capacité à pouvoir aller en ville également. Pierre Lesquat, parmi les pistes également de ce livre blanc, il y a valoriser les commerçants. Marc Angenot nous parlait des chèques cadeaux. Parlez-nous de Arras, s'il vous plaît, qui a vraiment redynamisé, alors comme on dit aujourd'hui, l'expérience shopping, mais visiblement ça marche pour redynamiser le centre-ville. Oui. Oui, donc Arras qui a mis en place un certain nombre, par exemple, d'événements, qui a mis en place des événements pour promouvoir les commerçants, la communauté des commerçants, qui ont aussi mis en place des systèmes effectivement de tarifs réduits. Je crois qu'ils ont mis en place aussi une carte spécifique qui permet d'avoir une carte unique qui fonctionne chez plusieurs commerçants, qui permet d'avoir des promotions et donc d'encourager à aller chez les commerçants. Et puis après, il y a tout un travail de nous, ce qu'on va appeler aussi la digitalisation, où vous allez avoir une relation entre la possibilité sur un site internet unique de commander chez les commerçants et d'aller chercher vos produits chez les commerçants. Voilà, ça donc vous effectivement, parle, ça marche bien. C'est important de valoriser les commerçants aussi. Oui, alors, et particulièrement la relation collectivité-commerçant est très importante. C'est-à-dire qu'il faut les accompagner, il faut les suivre. On fait des réunions régulières, on fait des cafés commerçants tous les mois. Voilà. Donc, ils viennent discuter, échanger, nous faire des propositions. On leur explique ce que l'on a prévu, les événements, les programmes, etc. Mais on monte des événements d'ailleurs ensemble. On verse une subvention, je peux donner le montant, de 10 000 € en fait à l'union commerciale chaque année. Et en plus, on vient aider les manifestations qu'ils organisent, braderie, différentes choses. Et puis, on les a aidés aussi au développement d'une marque qui était Shopping Lush, voilà, pour être identifié. Et moi, je leur ai toujours dit, d'ailleurs, il faut que vous réfléchissiez un peu différemment, c'est-à-dire que ça, c'était justement vers 2017 à peu près, où ils étaient très individuels. Enfin, un commerçant, de toute façon, c'est un indépendant. Donc, voilà, hein. Se mettre ensemble, c'est pas toujours facile pour eux. Et en plus, avoir une réflexion, parce qu'on râle toujours après la grande distribution, mais on ne prend jamais exemple sur la grande distribution. Et moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, de toute façon. Le consommateur, il a besoin des deux. Donc, voilà. Donc, quel exemple on peut prendre de la grande distribution? Quels enseignements? Alors, justement, je leur disais, mais prenez les modèles de promotion de la grande distribution. Sur les offres, organisez-vous comme la grande distribution. C'est-à-dire, réfléchissez comme si vous étiez une grande galerie marchande. Voilà. Et l'association, donc l'Union des commerçants, étant comme une association de galeries marchandes, organisant des promotions, distribuant, alors soit effectivement en digital ou en print, en papier,
donc des promotions, des offres, etc., ou en faisant connaître leurs événements. Et c'est par une action comme ça permanente, en fait, qu'on arrive à entretenir l'attractivité et à faire des propositions aussi aux consommateurs qui sont sollicités, particulièrement, évidemment, sur Internet. Hein. Donc, si on veut les capter, il faut aussi les attirer. Marie-Noëlle Pinson, pardon, sur cette problématique, on n'a pas beaucoup parlé de la digitalisation. Comment est-ce qu'on accompagne les commerçants dans ces nouveaux modes de consommation? Comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter? Je vais juste faire un tout petit pas en arrière, parce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me paraît important. On parle on a parlé habitants, donc de fait, hein, on parle beaucoup de ceux qui viennent dans le cœur de ville, mais il y a aussi ceux qui y habitent. Et aujourd'hui, en fait, quand on a fait notre diagnostic, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait dans les centres-villes, restait dans les centres-villes, une population âgée, puisqu'on se demandait qui y habitait. Une population âgée, une population de personnes seules très importante, donc liée évidemment à l'âge. Plus de 40% des habitants du cœur de ville en 2017 étaient des personnes seules. C'est énorme. Et donc, plus la vacance de l'habitat, ça veut dire que... l'enjeu de la résorption de la vacance de l'habitat, c'est aussi d'avoir des habitats adaptés pour faire revenir des familles, donc des personnes qui consomment aussi différemment dans la proximité et tous les jours. Voilà, ça c'était peut-être le point que je n'avais pas abordé, que je voulais aborder là. Sur la question de la digitalisation, ce qu'on a vu, effectivement, Monsieur le maire le dit, c'est quelques essais dans plusieurs villes d'ailleurs, hein, de ce qu'on a appelé les places de marché, les marketplaces, puisque on ne pouvait pas le dire autrement qu'en anglais. Donc ces marketplaces, c'était l'idée effectivement que, y compris le commerce de proximité, pouvait trouver sur le net donc des espaces de commercialisation. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti tout à fait récemment, il a été publié en septembre 2023, qui note beaucoup de choses, mais qui note notamment l'échec de ces marketplaces qui ont été peu à peu un peu désertés par les commerçants. C'est peut-être pas le cas à Loges. Non. Si. Alors, en fait, c'est compliqué. C'est ce que vous disiez, Madame Amiot. Ce qui est compliqué pour des commerçants indépendants, c'est de faire tout ce qu'ils doivent faire déjà dans leur commerce physique, et puis de faire aussi le reste pour le commerce en ligne. Donc tout ça, ça rend les choses un peu compliquées et l'écart un peu trop grand pour que finalement les choses se placent dans la durée. Donc petit à petit, ça c'était des initiatives, les collectivités soutenaient effectivement les associations commerciales pour que ces marketplaces existent. Donc il y a plusieurs villes qui l'ont fait, Châteauroux, Blois, Gien, Vierzon, et donc petit à petit c'est un peu tombé. Ce qu'on a retenu quand même de très positif dans cette expérience, parce que finalement rien ne dit qu'on doive tout réussir, c'est que au passage on a ouvert un nouvel espace pour ces commerçants de proximité, au moins dans leur tête, c'est-à-dire qu'on leur a permis de se sensibiliser, d'être sensibilisés à ces espaces et aux enjeux numériques. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, c'était que l'enjeu, c'était moins de vendre sur le net que de faire connaître, comme vous l'avez dit, que de faire connaître, donc d'être référencé sur le net aujourd'hui, et donc de faire connaître notamment à travers les réseaux sociaux leurs offres commerciales. Aujourd'hui, on nous dit que 80% des achats, ça c'est la FEVAD, c'est la Fédération des ventes en ligne, à distance, ouais, qui dit aujourd'hui 80% des achats se préparent sur le net. Ça ne veut pas dire qu'ils s'y font, mais ça veut dire qu'on va aller regarder un peu, ce qu'est l'offre, et puis on va faire son choix à distance, et puis ensuite on va aller faire son achat peut-être dans une boutique, ou peut-être pas dans une boutique. Voilà, en tout cas, il y a eu cette expérience-là, et aujourd'hui, elle a sans doute ouvert un certain nombre de choses, quoi. Il nous reste quelques minutes avant de vous passer les micros pour des questions. Je voudrais qu'on parle un peu d'environnement. Vous avez soulevé la question, Marie-Noëlle Amiot. Marc Angenot, le nouveau gouvernement semble vouloir revoir assez largement la politique ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Est-ce que le commerce s'en réjouit ? J'adore cette question. Alors, les collectivités en sont heureuses,
cette révision, parce que il faut se donner un peu de souplesse. C'était quand même extrêmement, comment dire, le couperet tombait quand même assez durement. Maintenant, sur les commerces, oui, mais tout dépend de votre politique, là encore. C'est-à-dire que, vous voyez, nous, on limite l'extension de la zone commerciale extérieure, périphérique. Bon, bah, finalement, s'il y a un assouplissement de la loi ZAN, ça n'a rien changé pour nous, quoi. Et même, c'est même un feu vert pour les grandes surfaces pour continuer à se développer. Si voilà. on Donc, alors, là, vous avez raison. C'est-à-dire que le risque, c'est que ça bénéficie essentiellement au commerce de périphérie et pas du tout au commerce de centre-ville. Voilà. Et donc, bon, moi, je suis plus pour la densification que pour l'extension. Donc, je vous dirais que... Bon, après, il y a d'autres sujets concernant les collectivités, sur les zones d'activité où ça pose des difficultés, parce qu'il y a un moment, si on veut avoir de l'emploi et de l'économie, il faut bien implanter les entreprises. Alors, je veux bien qu'on construise l'entreprise sur l'entreprise, etc., mais c'est pas si simple que ça. Et dans la répartition, en plus, on a essayé gentiment en région, parce que ça, l'État sait très bien faire, la responsabilité de répartir. Bon, c'est compliqué. Alors moi, je considère que les deux métropoles, Orléans et Tours, en ont trop, et que nous, on n'en a pas assez, vous voyez. Donc, tout ça est à équilibrer. Alors, peut-être, je pense que tout le monde sait ce que c'est le ZAN, mais quand même, on répète zéro artificialisation nette. C'est on doit utiliser les friches, hein, vous me dites si je me trompe, Marine Lamio, et pas construire, pour préserver notamment la biodiversité, ne pas construire davantage... C'est-à-dire qu'à horizon 2050, c'était prévu, c'était une zéro artificialisation nette donc des sols. Donc ça veut dire que vous ne pouviez plus prélever de nouveaux mètres carrés pour des activités ou changer d'activité. Alors, cette loi, effectivement, fait prendre conscience que le foncier est important et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. À une certaine époque, voilà, et on va dire, nous, Chambre de commerce, on avait pris des options pour aménager de l'activité économique. Activité économique, création de richesses, développement des emplois, enfin voilà, il faut contribuer. Le fait, effectivement, d'un possible assouplissement, je ne suis pas sûre que le problème, ça soit le commerce. C'était plutôt l'activité économique, l'activité industrielle. On parle de réindustrialisation et arrive un moment, si vous voulez faire arriver sur votre sol des activités industrielles créatrices d'emplois, il faut un peu de la surface. Donc ça, dans cet aspect-là, ça va bien. Et puis, il faut aussi rappeler que vous aviez certaines communes qui étaient aussi très embêtées parce que qui dit entreprise qui arrive, dit logement pour les gens qui vont travailler. Et là, vous aviez aussi une problématique de plus pouvoir loger vos personnels, hein, donc pour les entreprises. Donc le fait de peut-être libérer un petit peu ces contraintes, mais je pense que l'ensemble des parties prenantes ont aujourd'hui une nouvelle, un plus grand intérêt sur on ne peut pas faire n'importe quoi avec les mètres carrés, oui, il y a une protection. Un département tous les 9 ans. Voilà. Et sur le commerce, les statistiques montrent qu'il y a eu une évolution commerciale, des surfaces commerciales très très importantes. Tout va bien, allez-y. Donc les statistiques montrent qu'en fait il y a eu une croissance des surfaces commerciales très très importante qui n'a pas évolué de la même façon que la consommation. Donc quelque part, je pense que cette libéralisation peut-être du ZAN, c'est pas pour le commerce. Le commerce, je pense, les activités vont se changer, mais je pense qu'il y a suffisamment de surface pour accueillir toutes les activités qui pourraient s'y implanter. Et d'ailleurs, les grands centres commerciaux avaient une problématique qu'ils ont entamée depuis longtemps, c'était de se dire un centre commercial aujourd'hui n'est plus le centre commercial d'hier. Les centres commerciaux ont déjà, ils se sont préoccupés de cette tendance là qu'on semble un peu découvrir là post-Covid, mais aujourd'hui les centres commerciaux organisent les centres commerciaux pour être des centres de vie et de convivialité. Le premier, j'avais appris ça, j'étais un peu estomaquée, mais c'est
le premier centre touristique au Canada, c'est un grand centre commercial. Nous, on va dire, là, ici, on a Beauval, etc. Donc, ils ont compris qu'il y a une mouvance, et dans les centres commerciaux et les grandes foncières qui sont propriétaires des centres commerciaux, aujourd'hui, ils réhabilitent, parce que vous avez aussi des surfaces commerciales qui peuvent être vacants dans certains centres commerciaux, et ils vont remettre de la convivialité, de la restauration. Vous voyez aujourd'hui, d'ailleurs, même sur un hyper, vous voyez qu'ils remettent à l'intérieur des îlots de professionnels des métiers de bouche, en fait. Ils recuisinent dans les centres commerciaux. Donc vous avez cette transformation-là. Donc pour moi, Lausanne, le commerce, il y a suffisamment déjà de surface pour les éventuellement changer et le redistribuer. Et c'est plus pour de l'activité économique et pour de l'habitat. Un petit mot là-dessus, Marie-Noëlle Pinson. Je vous laisserai la parole aussi, Pierre Lescouat, et puis on prendra les questions de la salle. Oui, très, très brièvement. En fait, comme tous les sujets, Lausanne, c'est un sujet, comme beaucoup de sujets hautement inflammables, j'allais dire, Lausanne peut difficilement être raisonné de manière générale. C'est un peu comme ce dont on parle depuis ce matin. En fait, il y a énormément de situations différentes. Et il y a quelque chose de bon sens qui consiste, et vous étiez en train de quasiment le dire, qui consiste à faire l'état du foncier disponible, territoire par territoire, et puis de regarder objectivement à l'échelle du centre, à l'échelle de la commune, et plus largement de quel foncier on dispose. Et finalement, on est parfois surpris de voir ce qui est disponible ou potentiellement disponible et réaffectable, parce que les cœurs de ville sont aussi des lieux dans lesquels, à cause de l'histoire, finalement, on trouve et des sites et des friches industrielles, bien sûr. Hein. Voilà. Et sur la question des centres commerciaux, on pourrait en sourire de ces centres commerciaux qui, finalement, ne cherchent rien d'autre qu'à imiter le centre-ville. Donc en fait, ça nous dit bien que les cœurs de ville ont ces capacités à incarner quelque chose de l'ordre de notre identité collective, hein, puisqu'en fait ils sont porteurs de ça. Donc moi j'ai plutôt de l'espoir sur le fait que ces cœurs de ville vont continuer dans leur dynamique de renaissance. En tout cas, moi c'est vraiment ma conviction. Bah écoutez, on peut peut-être se terminer sur une note positive, Pierre Lescouat. De l'espoir pour ces commerces de centre-ville? Ah oui, oui, complètement. Notamment avec toutes les évolutions qui sont en cours, je pense qu'on va avoir une revalorisation de plus en plus forte des centres-villes. Et puis aussi, je crois qu'il y a quand même quelque chose d'important, si on va conclure sur une note assez positive, c'est on ne remplacera jamais l'amour pour sa ville. Voilà. Je crois que c'est un peu ça qu'il faut retenir de tous les acteurs qui souhaitent développer le territoire dans tous les sens, c'est d'avoir une communauté de personnes qui aiment leur ville, qui y sont attachées et qui y voient une identité forte. Voilà. Si vous avez des questions, je suis sûre qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et qui vous intéressent. Il y a des micros qui circulent. Allez-y, monsieur, vous appuyez sur le bouton, le gros bouton. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Il n'a pas été évoqué, et je parle ici de la ville de Blois, un projet qui dure depuis 10 ans de halles maraîchères qui initialement devait regrouper des commerces de proximité, qui a beaucoup évolué depuis 10 ans, qui est l'objet de beaucoup de controverses, qui avait un objectif aussi de redynamiser le centre-ville. Quel impact cela pourrait avoir sur les rues commerçantes dont on voit les vitrines vides qui se multiplient, rue du Commerce, rue Porte-Chartraine notamment? Est-ce qu'il y a une analyse précise là-dessus? Est-ce qu'on sait où on va? Marie-Noëlle. Alors, il faudrait qu'on ait un représentant de la ville de Blois pour nous en parler. Effectivement, c'est un projet qui a beaucoup évolué. Il semblerait, avec les dernières informations que nous ayons, que ce projet de halle maraîchère sur lequel on puisse aussi consommer sur place voit le jour. Je ne suis plus sûre qu'il soit question d'installer des commerces sur cet endroit. Donc il y a une redéfinition effectivement plutôt complète de ce quartier Saint-Vincent, puisqu'on parle de ça. Mais si nous avions un représentant de la ville de Blois... Il n'y en a pas, non? Si. Si.
Alors, il y a un micro. Est-ce qu'on peut donner un micro à ce monsieur tout là-haut, s'il vous plaît? Mais c'est Paul. Sinon, vous descendez. C'est Paul. Allez, Paul, viens. Vous pouvez descendre éventuellement pour parler au micro là, en bas. Marie-Noël, je peux peut-être donner des éléments d'information. D'abord, en tant qu'ancien président de la Chambre de commerce, lorsque le projet est sorti, nous n'avons pas voulu nous y opposer, parce qu'on considérait que s'il y avait un promoteur privé qui pensait que c'était possible de faire quelque chose, il n'y avait pas de raison de lui interdire de le faire. Il se trouve qu'il a abandonné depuis et que nous avions fait le pari qu'il n'y arriverait pas parce qu'il y a une discontinuité commerciale qui faisait qu'on avait du mal à imaginer qu'il puisse y avoir complémentarité. Il y a eu un transfert éventuellement, mais pas une complémentarité. Ensuite, le projet où il en est, effectivement, on est parti sur une halle gourmande qui se situerait maintenant au cœur du dispositif derrière le chevet. Et ça, nous pensons que c'est une bonne chose parce que beaucoup de halles gourmandes ont été installées dans beaucoup de villes, petites villes également. Et il y a une véritable appétence. Et on disait tout à l'heure que l'enjeu des centres-villes, c'est de créer des lieux de vie, et ça peut sans doute y contribuer. Alors, ça entraînera forcément, là aussi, il ne faut pas se tromper, des transferts. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que le samedi côté Place Louis XII, pourrait de fait migrer peut-être de ce côté-là. Et pour le reste, donc il y a encore un projet de bâtiment, mais qui reste beaucoup plus modeste que celui, avec pour le moment quand même une offre commerciale au rez-de-chaussée du bâtiment qui est envisagée, et une offre plus tertiaire sur le dessus. Mais les surfaces n'ont plus rien à voir avec ce qui était prévu initialement, et l'offre commerciale serait peut-être une complémentarité à la halle gourmande, donc il est peut-être raisonnable d'imaginer que ça puisse fonctionner. On n'est pas du tout sur le projet initial. Et, historiquement, nous avions une halle gourmande. Oui, bien sûr. Qui a fermé. Qui a fermé, mais... Oui, tout à fait. Hein. Là où se trouve... Oui. Paul. Pas de halle. C'est bon. Bonjour mesdames et messieurs. Donc Paul Gillet, maire adjoint en charge du commerce et de l'artisanat et du tertiaire de la ville de Blois. Donc je vous remercie beaucoup pour tous les échanges qu'il y a eu. En ce qui concerne votre question donc sur le projet Saint-Vincent, qui a beaucoup évolué, qui est un projet qui a à peu près une quarantaine d'années, je crois, donc les mandatures successives ont travaillé dessus. Donc sa dernière évolution en date, c'est en effet une redéfinition presque quasi complète, car en effet, on l'a évoqué durant toute la conférence, les évolutions des modes de conservation. Comme vous le disiez justement, il y avait une halle artisanale à l'époque, mais elle a périclité. Donc voilà, je crois qu'on a été victime des évolutions, des mauvaises évolutions de consommation dans les dernières années. Heureusement, je partage l'optimisme que vous avez témoigné. Il y a un retour quand même, et le Covid n'est pas pour rien, à certaines bonnes habitudes. Donc concernant le projet Saint-Vincent, je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de considérer ce lieu comme un nouveau centre commercial. Ce n'est pas du tout un centre commercial. C'est une nouvelle rue, en fait, avec en cœur de projet cette halle artisanale. Et en effet, les mètres carrés commerciaux ont été drastiquement diminués par rapport au projet d'origine. Et nous nous sommes adaptés par aussi le promoteur historique qui devait porter le projet en collaboration avec nous était en grande difficulté financière parce que embourbé dans plusieurs projets de villages de marque justement dans d'autres villes de France, je crois que c'est notamment à Valenciennes à 60 millions d'euros, donc voilà, des développements qui n'ont plus cours aujourd'hui. Donc il a fallu vraiment redéfinir notre stratégie, trouver de nouveaux partenaires. Et nous allons poursuivre le développement de ce quartier avec notre SEM d'aménagement économique. Et donc voilà, un nouveau quartier, une halle, une nouvelle rue, un nouveau quartier avec cette halle en centralité, des commerces mais avec des mètres carrés moindres qu'à l'époque. Et voilà, dans un secteur pas facile à travailler, très historique, avec de l'eau dans les sous-sols. Enfin voilà, il y a eu 2 ans de fouilles, des contraintes historiques très importantes, mais on ne désespère pas de mener ce projet à terme. Voilà, ça normalement,
les premiers travaux devraient quand même démarrer début 2025. Une autre question, monsieur? Oui, moi je voudrais savoir s'il a été fait une étude au sujet des consommateurs, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a une grande diversité de commerces, une grande diversité d'offres, et les consommateurs sont très demandeurs de diversité d'offres, et la difficulté là, c'est d'y répondre. Parce que je repensais, bon, moi j'étais restaurateur pendant une vingtaine d'années, vous aviez des tas de gens qui vous reprochaient, par exemple, de ne pas avoir d'ambiance dans le restaurant. Mais quand vous êtes en cuisine et que madame est au service, l'ambiance, on ne peut pas la mettre. C'est les consommateurs eux-mêmes qui la font. Donc on ne va pas demander aux formateurs de cuisine de transformer leurs serveurs et cuisiniers en animateurs de salles de restaurant. Et donc la difficulté, elle est là pour le commerçant, si vous parlez donc des services qu'on peut apporter aux consommateurs. Et est-ce qu'on sait exactement dans quelle direction il faut aller par rapport à l'attente des consommateurs? Est-ce qu'une étude a été faite sur ce sujet-là? Je ne sais pas. Vous voulez répondre? Je ne sais pas s'il y a des études particulières, mais vous savez, quand vous exercez une activité économique, arrive un moment, c'est ce qu'on appelle une étude de marché. Donc quand on va s'implanter, on va regarder quel est le marché, quelle est la structure de la population, et puis derrière, vous allez être en veille sur les aspirations du consommateur en fonction de votre population. Donc, et cette étude, à chaque fois que vous allez implanter, ou si vous avez une idée, ça veut dire que vous allez faire ce travail d'étude à chaque fois. On ne peut pas dire qu'on fait une étude et puis derrière on va dire tiens, on va attirer ces multi-activités. Il faut la diversité et la recherche des activités. Et là vous avez le parcours de l'entrepreneur qui va pouvoir s'installer. Vous parliez du restaurant. Dans un restaurant, arrive un moment où vous allez créer une ambiance dans votre restaurant. Alors, on ne parle pas forcément de chauffeur de salle, mais à un moment, vous avez un concept. Et vous voyez la restauration, vous avez des restaurants qui marchent très très bien parce qu'ils vont trouver une animation. Sans arrêt, en fait, vous allez être en train d'imaginer ou de créer quelque chose. On appelle ça l'innovation quand on est dans l'industrie, mais c'est valable à tous les secteurs. Sans arrêt, vous allez chercher comment vous allez capter et attirer à vous le consommateur. D'ailleurs, on a une très grande diversité. Des entreprises qui peuvent faire la même activité, il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent moins bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter quelque chose, un service. On parle beaucoup d'expérience client. Aujourd'hui, vous avez l'expérience client qui arrive partout. Nous, on est tous consommateurs à titre individuel. Et arrive un moment, qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Donc c'est vrai que les commerçants ou les restaurateurs ou enfin toutes les activités doivent toujours se poser la question de qu'est-ce qui fait que le consommateur, son client, va venir chez lui, qu'est-ce qu'il lui propose. Et c'est, vous savez, même si on fait une grande étude, de toute façon demain elle est déjà morte. Donc c'est à chaque fois qu'on va installer quelque chose, on s'installe, on fait ce qu'on appelle une étude de marché. Et quand on a une idée, on peut être un très très bon professionnel, mais à un moment, quelle est l'offre? Et à un moment, on ne peut pas avoir une offre qui est déconnectée des aspirations du consommateur. Une question, là? Bonjour. Juste pour prendre un tout petit peu de recul et venir sur une façon un peu théorique, je pense à la guerre du faux d'Umberto Eco, qui s'inquiétait de voir la perte de sens dans toute chose. Vous parliez tout à l'heure des grandes surfaces qui imitent les centres-villes, qui font semblant d'eux. Il faut une fausse ville pour que les gens se retrouvent dans une espèce de fausse convivialité à visée totalement mercantile. Et le problème du démantèlement complet, qui pourrait aller amener au démantèlement complet de notre société, qui passe par le e-commerce, puisque vous avez des gens qui vont transporter un raccord de charge de iPhone avec
un fourgon jusqu'à 20 km, mais vous le livrez en une demi-journée. Donc qui ont un impact carbone complètement fou, qui ont des revenus qu'ils exportent vers les îles Caïmans et ailleurs, etc., en utilisant l'infrastructure que vous payez avec vos commerces de proximité. Si vous voulez, il y a d'une manière générale un problème de vice de forme, hein, puisque ça fausse la concurrence complètement entre les commerces de proximité et le e-commerce. Vous parliez de la préparation de l'achat sur le net, mais il y a aussi la préparation de l'achat sur le net par les promeneurs qui vont voir dans les magasins ce qui leur plairait, puis qui vont voir en rentrant chez eux, sur le net, comment l'acheter moins cher. Il y a absolument un vice de forme sur cette chose-là, et si on veut rebâtir une forme de citoyenneté qui repose aussi sur tout ce microcosme social et économique, il est grand temps de s'occuper de passer au lance-flamme ces trucs-là. Mais je dirais, la réponse va venir du citoyen, du consommateur. Je veux dire, vous ne pouvez pas interdire ça. Vous êtes dans une société de mondialisation. Donc arrive un moment, je veux dire, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et tous les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. À un moment, l'acte d'achat, c'est chacun qui le forme. Et c'est chacun qui construit la société dans laquelle il va vivre demain. Et en complément de tout ce que tu dis, Marie-Noël, et je dirais pour voir que c'est plus compliqué que ça, quand vous dites c'est la faute du net. Le net a créé Vinted, qui est aujourd'hui le premier magasin, c'est-à-dire que je ne sais pas le chiffre de Shine, hein, Shine, qui est cette fameuse enseigne chinoise qui vend n'importe quoi à n'importe quel prix et qui rentre tout à fait dans ce que vous venez de dire. Mais Vinted, au titre du réemploi des vêtements qui étaient et qui sont toujours très facilement envoyés en Chine pour finir leur vie, ça a du sens, qui retrouve le sens que l'on avait, que je disais l'autre jour, quand on était jeune, et, dans les années 60, où on n'imaginait pas dans une famille jeter un vêtement, il allait forcément à quelqu'un qui est dans son entourage, que ce soit la famille ou des amis. Donc le net peut produire des choses qui sont extrêmement intéressantes par rapport à ce que l'on peut imaginer d'une future société. Donc c'est compliqué. Marie-Noël Pinson veut réagir. Oui, en fait, juste pour vous dire ce que j'ai lu, hein, puisqu'en fait, quand on parle de l'avenir, on lit des tendances. Donc, ce que j'ai lu, c'est quelque chose d'assez intéressant sur la génération Z, enfin celle qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire qui est née dans les années, enfin entre 96 et 2014. Donc, pour certains qui sont déjà adultes et pour d'autres qui vont le devenir. Donc, c'est une génération extrêmement connectée. Donc on peut se dire, on va rien se dire, je vais juste vous livrer ce que j'ai lu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux tendances. C'est-à-dire que cette société sans contact, hein, pour reprendre l'expression qu'on entend, mais qui est tellement expressive, hein, cette génération sans contact, elle va continuer effectivement, pour une part, à aller faire ses achats sur le net, donc faire ce qu'on disait tout à l'heure, les commerçants n'ont pas intérêt à lâcher la place. Les commerçants y compris de proximité, et en même temps elle va chercher aussi à retrouver de l'incarnation, des vraies relations, donc des vraies relations et un vrai réseau social incarné dans une présence de cœur de ville. Donc il y a un peu ces deux tendances là qui s'affirment, qui resteront peut-être celles du futur, mais en tout cas pour l'instant on ne nous dit pas qu'il y en a une qui va tuer l'autre, hein. Il y a bien une complémentarité, disons-le comme une complémentarité qui va se jouer dans les années qui viennent. Une dernière question avant de libérer la salle. Ah, alors peut-être deux. Monsieur, vous tendez le doigt depuis tout à l'heure. Oui, monsieur là-haut. Simplement pour casser un peu le mythe du commerçant tout seul dans son magasin qui se bat contre la grande surface et le net. Aujourd'hui, quand on regarde qui s'installe en installation de création d'entreprise, c'est 2/3, c'est des franchises avec des tickets moyens entre 20 et 50, voire plus, 50 000 €. Donc on est quand même sur des gens qui ont des moyens et une envie de construire. Donc ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point,
quand on regarde aussi qui sont nos commerçants, il faut aussi regarder que c'est souvent quand même des chefs d'entreprise. Le coiffeur a aujourd'hui 4 à 5 salariés, il a souvent 1 ou 2 magasins, un en centre-ville haut de gamme et un dans la grande surface pour faire une autre gamme. Donc ne croyons pas que le commerce, c'est simplement ce petit indépendant là qui se bat. Il y en a, mais c'est devenu aujourd'hui une marginalité. Donc ils savent se battre quand même aussi sur les réseaux. Croyez pas que les franchisés, ils ont leur carte de fidélité, ils ont leur réseau, etc. Donc là aussi, je pense qu'il faut avoir une autre vision de l'entrepreneuriat et que on aura certainement des centres-villes plus petits, mais avec des magasins plus gros. Bien. Une autre, peut-être une dernière. Je ne sais pas, je ne peux pas départager, je ne sais pas. Les deux à la suite, et puis après on quittera la salle. Monsieur ici en bas et monsieur là-haut. C'est très bref. Ah, une dame, on n'a pas entendu de dame, pardon, honneur aux dames. Allez, on va prendre 3 minutes pour les 3 interventions. Allô ? C'est moi ? Bon, c'est très bref. On n'a pas beaucoup parlé du problème du pouvoir d'achat, qui je crois résume tous les problèmes. Le pouvoir d'achat, s'il baisse, c'est pas la peine de se poser la question de savoir s'il faut un centre-ville ou pas de centre-ville ou ceci ou cela. Je crois que c'est pour ça que les gens choisissent. S'ils ont une réduction de leur pouvoir d'achat, ils vont moins cher. Bonne réflexion, madame. Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que la commune a un droit de regard sur le commerce qui s'ouvre, en fait? Je me posais cette question. Est-ce qu'elle peut bloquer ou justement inciter? Il y a un plan d'aménagement, en fait, qui est prévu. Enfin, si je prends la ville de Blois, un moment sur son cœur, il y a des activités qui sont invitées à s'y installer. Vous avez toujours des plans d'aménagement qui sont préparés. Donc, il y a toujours un droit de regard. Où est-ce qu'on... une collectivité, enfin, c'est toujours un travail, on va dire, collaboratif entre plusieurs acteurs, que ça soit en centre-ville. Alors après, vous avez un commerce qui s'implante, vous avez des activités qui sont fléchées, en fait, sur certaines zones. Donc ça peut être juste le droit de regard. Après, n'importe qui peut s'implanter si, voilà, il trouve un local. Mais il y a des activités qui sont fléchées sur certaines zones pour densifier, si on parle que de commerce. Dernière question. Alors oui, je vais essayer d'être bref, merci beaucoup. Moi j'avais une question. En fait, avant, les commerces étaient un peu au bout de la rue. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont devenus au bout des doigts. Je fais partie de cette génération Z, du coup, où j'ai l'impression aussi que les géants nous poussent à rester chez nous, à manger du Uber Eats, à acheter des biens sur Amazon, à se divertir sur Netflix, à se sociabiliser sur Instagram. C'est autant de lieux qui, dans nos centres-villes, disparaissent. Tout s'emballe, se livre, voire même s'upload. Pour survivre, il y a même certains commerces qui deviennent des points relais pour des sommes dérisoires. Je crois qu'UPS, c'est par exemple 100 € par mois, donc c'est très peu. Donc j'avais une question. Quels moyens se donner pour établir une forme d'équité entre ces géants du numérique et les commerces de centre-ville? Il y a un peu un rapport David et Goliath entre les deux. Et est-ce qu'il faut changer du coup cette lutte d'un aspect donc de combat local à un combat qui dépasserait cette forme de localité et qui irait peut-être sur un combat national? Je suis pas sûre qu'on puisse combattre un effet de mondialisation. Enfin, je veux dire, vous êtes de la génération Z, c'est vous qui pouvez changer le monde. C'est à vous que revient de changer si vous voulez effectivement sortir de chez vous pour pouvoir aller en ville et trouver des activités, et notamment par exemple des commerçants. C'est vous qui allez changer en fait. On ne peut pas interdire des effets de société. On est en transformation de société. Donc à un moment, la société est ce que l'on en fait, ce que chacun en fait en fait.
Ça peut être un beau mot de conclusion, non? Merci beaucoup, vous avez été très attentifs. Merci à tous les quatre. Et très bonne journée. Merci beaucoup.